Alors tout d'abord, je voudrais, même si je prends du temps, je voudrais quand même féliciter les organisatrices, Nadège et Ania et Mathieu, je crois, cette manifestation, parce que je pense que, et de plus en plus j'en suis convaincue, les documentaristes, ils ne le savent pas, mais ils sont devenus historiens. Et j'essaie de leur expliquer, mais eux, ils sont surtout dans l'image, n'est-ce pas? Ils ont un côté esthétique qu'ils veulent absolument conserver, ce que je conçois. Mais nous aussi, nous faisons attention quand nous écrivons au beau style, d'ailleurs. Hein. Bref, et sans s'en rendre compte, ils sont devenus, quand même, par leurs travaux, le principal canal de transmission de l'histoire. Incontestablement, un film qui passera en prime time sur Arte ou sur la 5, je parle des chaînes qui présente des documentaires plus ou moins convenables, mais souvent acceptables, a beaucoup plus d'impact que nos œuvres un petit peu râpeuses et nos articles dans des revues confidentielles. Alors justement, à propos de revues confidentielles, il y a quelques années, je m'étais intéressé de très près à l'écriture filmique de l'histoire dans la revue témoignée entre histoire et mémoire de la Fondation à Auschwitz de Belgique, dont je fais partie. Et on en a un peu ri. Je pensais que c'était la raison pour laquelle Ania et Nadège m'avaient invité, et pas du tout. Elles ignoraient complètement ce gros travail que j'avais fourni. Voilà. Donc, qui rencontre évidemment nos préoccupations d'aujourd'hui. Bien, alors, je vais rapidement comparer l'accès à l'archive écrite et à l'archive filmique, puisqu'il y a un petit peu de ça dans l'histoire. Alors, sachez quand même que finalement, l'archive filmique est quand même, selon les pays, plus facile d'accès que l'archive écrite. Simplement, elle est beaucoup plus chère. Et ce qui fait que d'ailleurs, nous, chercheurs, avec nos moyens alloués par le CNRS, même quand nous décrochons le gros lot d'une ANR ou d'un LabEx, d'un Equipex, et que sais-je encore, nous avons beaucoup de mal, si nous voulions réaliser un film, un documentaire historique avec une compétence d'historien et de réalisation, nous aurions beaucoup de mal à nous offrir pareil film. Ce qui fait d'ailleurs que souvent, les documentaires historiques sont pauvres. Ils pêchent par pauvreté. Alors, c'est pas du tout que je défends des docufictions, je pense que c'est une hérésie, le docufiction, mais cela explique très souvent que le documentariste ne peut pas s'offrir l'accès à l'archive filmique, et donc il trouve deux petits jeunes, ou je pense au film La Traque de la Fiche Rouge, qui est un film que j'adore démolir avec mes étudiants chaque fois que je peux le faire, parce qu'il y a un brouillage total entre l'archive, la réelle archive authentique, d'époque, et puis après des scènes filmées avec deux petits jeunes amateurs qu'on filme évidemment en noir et blanc pour faire plus vrai. Et là, il y a tromperie sur la marchandise, si vous voulez. Donc la cherté de l'archive filmique est une constante. Il faut l'avoir présent à l'esprit. Encore une fois, elle est peut-être plus facile d'accès que l'archive papier. Je vous rappelle quand même, parce que dans la mesure où je fais partie d'un petit groupe d'historiens qui militent pour l'accès à l'archive, aux archives d'État, si vous voulez, je vous rappelle que nous avons récemment envoyé une lettre qui n'a pas été rendue publique pour ne pas froisser les pouvoirs publics. Nous avons envoyé une lettre très polie à François Hollande en lui demandant est-ce qu'on pourrait quand même veiller à ce que tous les fonds sur la Seconde Guerre mondiale soient enfin accessibles à tous. Donc vous voyez un petit peu le décalage, alors que nous sommes là en train de dire, bon, les archives de 89-90, où sont-elles là, dans les pays de l'Est? Et nous n'avons eu de cesse de donner conseil aux pays de l'Est, mais ouvrez donc vos archives, devenez démocrates, tandis que nous les conservions tranquillement dans nos belles archives nationales démocratiques. Alors, Serge Vialet, qui est un réalisateur que j'avais interrogé lorsque j'avais dirigé ce numéro sur l'histoire, le traitement filmique de l'histoire, Serge Vialet avait dit que le pays où l'accès à l'archive filmique était le plus facile et le moins cher, ça rejoint d'ailleurs la question de l'archive papier, ce sont les États-Unis.
Et c'est la National Archive Research Agency, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est-à-dire la NARA à Washington, qui permet le plus facilement l'accès à l'archive filmique et aussi donc papier. Voilà, c'est toujours un indice le degré d'accès à l'archive, quelle qu'elle soit, filmique ou papier, et reste à mon avis un indicateur du degré de démocratie atteint par une société. Et de ce point de vue-là, on est quand même obligé de reconnaître qu'aux États-Unis, les lobbies d'historiens, de réalisateurs, etc., qui veillent à l'accès à ces sources à partir desquelles on va écrire une représentation de l'histoire, soient accessibles. Alors maintenant, comment doit-on interroger l'archive filmique? Et de ce point de vue-là, c'est exactement la même chose que quand vous interrogez un document d'archive que vous avez sous les yeux. Alors, on va prendre le cas, par exemple, le cas de l'archive policière, puisque aujourd'hui on parle des archives filmiques policières. Si vous allez à la préfecture de police de Paris, vous demandez un dossier sur tel réfugié allemand pendant la guerre, par exemple, vous allez avoir là des renseignements qui intéressent la police. Donc ça veut dire que la personne que vous aurez à travers ce papier sera uniquement un personnage peint, dessiné, décrit par une plume policière. Ce sera tout à fait différent si vous allez à la préfecture de police pour savoir quelles sont les démarches qu'il a faites pour devenir français ou obtenir le statut de réfugié. Ce sera encore différent si vous allez aux archives de la sécurité sociale, où là vous aurez le portrait d'un individu, d'une personne, peint par une plume administrative qui ne s'intéresse qu'à l'état de ses intestins voilà. Ça, c'est donc, chaque fois, il faut se poser la question, qui a produit l'archive, pourquoi, où et comment? Enfin, c'est tout bête, hein, mais c'est ça, et ce sont des choses que parfois on oublie. Il y a des historiens, mais il y a des documentaristes qui ne font qu'aligner des morceaux d'archives sans les contextualiser, ou en les contextualisant très vaguement. Or, la contextualisation de l'archive, encore une fois, où, pourquoi, comment, etc., c'est le b.a.-ba, et il faudrait faire comme on vous enseigne aux États-Unis, vous savez, les 3 W, what, why, who, enfin, vous connaissez les 4 W qu'on indique dès le premier cours aux États-Unis quand vous faites de l'histoire. Voilà. Ça, c'est quelque chose donc de très important. Alors, revenons à l'archive filmique. Je voudrais vous montrer rapidement, si le dieu de l'informatique, Ania, est avec moi. En fait, le film allemand n'est pas sous-titré en français. Oui, mais c'est pas grave parce que je ne parle pas du contenu. Ah. Vous savez, le contenu, c'est le même. Hein. C'est toujours le même quand on fait une filature. Alors, il se trouve qu'en Allemagne, Caroline peut-être saura mieux le développer que moi, mais en Allemagne, les archives filmiques ont été préservées parce qu'il y avait la RFA, c'est tout de suite, comme vous savez, soucié de conserver les archives de la RDA. Il y a eu des grandes batailles, etc. Mais bon, les archives ont été dans l'ensemble conservées. Elles sont dans différents endroits qui ne sont pas toujours faciles, et les archives sont toujours chères. En revanche, il y a une catégorie d'archives qui est moins chère que les autres et beaucoup plus accessible. Ce sont celles qui concernent le travail de la Stasi. Là, on n'a pas mis d'obstacle. Le travail de la Stasi, tout le monde peut aller le voir. Et la BSTU, qui est l'office qui s'occupe de la gestion des documents de la Stasi, a fait des petits films pédagogiques pour montrer, pour transmettre aux générations futures le travail de la Stasi. Voilà. Alors là, vous avez la voix. Ces images d'archives ont été faites par les officiers de la Stasi eux-mêmes. C'est un film qu'ils ont monté, qui était un film pédagogique présenté à l'école de Potsdam, où ils formaient les informateurs. Donc, c'est un film fait par la Stasi, film pédagogique encore une fois, et le commentaire est celui d'un officier de la Stasi. Différence avec le film de Gabor Pape, où c'est Gabor Pape lui-même ou quelqu'un qui fait un commentaire. Là, c'est le commentaire d'origine. Alors, généralement, j'avais toujours du mal à le présenter avec mes étudiants parce qu'il se trouve que pour ceux qui savent l'allemand, le commentateur a un fort accent saxon qui ajoute au côté ridicule de ce film. Donc, je vous disais
tout inspire la pauvreté. Vous n'avez pas de musique. Alors, la musique, c'est très important parce que dans le film de Gabor Pape, la musique, j'ai rien contre la musique, mais elle vous indique ce que vous pouvez penser. Hein. Vroom, voilà, bon, c'est clair. Hein. Là, c'est du travail, je dois dire, qui n'influence absolument pas c'est clair, hein, c'est Zachlich. On vous explique comment procéder. Il y a cette voix-là, dans le fond, qui est neutre. Il y a un accent saxon, c'est tout ce qu'on peut lui reprocher, mais elle est neutre, et vous n'êtes donc pas orienté. Alors, maintenant, la question que je voudrais faire, et je termine puisque je crois que j'ai abusé de mes 10 minutes, la question que je vous pose quand même, c'est que c'est un but pédagogique. Je vous l'ai dit, qu'on a repris ce film de la Stasi. Je ne sais pas quel est l'original. Je n'ai pas été voir à partir de quel film plus grand on a pris ces extraits pour le construire. Donc il y a reconstruction déjà, hein, avec intention de montrer quoi ? Comment la Stasi procédait et quelle était la fonction de la Stasi, surveillance. Là en plus l'histoire est dramatique parce qu'il s'agit d'un pauvre gars qui écrit des poèmes, et qui a essayé de faire passer ses poèmes à l'Ouest. Donc tout est dramatique dans cette histoire. Hein. D'ailleurs à un moment donné c'est projeté à l'école de Potsdam et il y a quelqu'un qui dit mais c'est pas normal ça, il ne fait rien de mal ce gars, on lui dit tu te tais. Ça a été repris d'ailleurs dans la vie des autres et c'est pas mal. Bon, donc si vous voulez, vous avez là un document brut ou plus ou moins brut, encore une fois. Et la question que je pose dans le remaniement de l'archive filmique, parce que c'est ça le problème que pose l'utilisation de l'archive filmique, c'est qu'elle peut être très facilement remaniée par toutes les diverses technologies. Est-ce qu'on aurait eu l'idée de coloriser ce documentaire ? Certainement pas. On le garde dans sa forme brute, noir et blanc, qui crée une atmosphère de peur, qui en rajoute, si vous voulez. Alors que si on avait voulu un autre réalisateur qui aurait voulu dédramatiser et montrer le côté comique même de la chose, il aurait peut-être colorisé. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire. Et c'est donc un film qui est montré dans les écoles et qui a été fait en fonction de l'empreinte qu'il devait laisser dans les mémoires des écoles. Alors, cela étant, je ne fais pas un plaidoyer pour défendre le travail de la Stasi, vous l'aurez bien compris. Je dis simplement que même en prenant l'archive la plus brute qui soit, vous influencez, vous avez, par votre travail de montage, vous influencez la pensée, bien évidemment, et c'est ça donc qu'il faut avoir en tête, à savoir qu'il n'existe pas plus d'archives brutes que filmiques ou papier. C'est tout le travail qui est fait autour qui lui donne son sens. Voilà, merci. Excuse-moi d'avoir été un peu longue. Bon, est-ce qu'il y a des remarques et des questions ? Il y a ces différentes interventions. Peut-être des réactions sur le film Je pense qu'il faut aussi contextualiser la réception. Et ce film, j'en ai vu des extraits au Communist Park à Budapest, où pèse l'air du soupçon. Il se trouve que je suis journaliste, j'enquêtais sur le national-populiste d'Orban, je venais de visiter la Maison de la Terreur, et là j'ai apprécié, dans une sorte d'extraterritorialité universitaire, la démarche qui, lorsque je l'ai vue dans une petite cabane de contre-propagande, en définitive, du parc communiste, et je ne suis pas un nostalgique, hein, j'ai interviewé en 89 Ember Judith qui avait fait ce film magnifique sur Imre Nagy. Donc, bien entendu, je suis du côté de la dissidence, mais il y avait, sans doute malgré l'auteur, et j'aimerais avoir son avis, il y avait une sorte d'instrumentalisation de son travail au service de ce qu'est aujourd'hui la Hongrie du régime Orban. Et c'est beaucoup plus agréable, et la musique sonne beaucoup mieux ici que là-bas. Oui, moi je pense que c'était, si je peux intervenir dans le sens de ce que vous venez de dire, je suis tout à fait d'accord. Il faut penser à la réception de son travail en le faisant, ce qui n'est pas facile. Et là, c'est clair que selon le lieu où vous voyez ce film, vous réagissez différemment. Dans le film sur la Stasi que j'ai montré, c'est dirigé vers les écoles. Donc, les écoles allemandes, oui, les écoles allemandes.
Et c'est fait en fonction, enfin, on suggère à l'élève, on lui suggère la façon dont il doit réagir, ressentir ce film qui a des aspects assez grotesques en plus, auxquels les élèves ne doivent pas être indifférents. Alors là, dans le film de Pape, qui je crois est beaucoup plus objectif, par exemple la scène de perquisition que j'ai comparée avec celle de la Stasi, elle est très soft, elle est très polie. La scène de la perquisition de la Stasi est plus brutale et plus dure. Mais ça a été fait aussi, faut réfléchir aussi à comment ça a été fait. Ça a été fait pour le montrer à des élèves officiers, et on n'allait pas leur montrer la brutalité en action. Donc ça a été fait même de façon très civile, presque à corte, et puis c'était des figurants aussi surtout. C'était pas des dissidents. Voilà. Mais c'est vrai que la question de la réception est fondamentale. Okay. So what is the question? What is you know where your film was showed? And, Yeah. the context of So when this film was shown, it was in 2004, and then wasn't Orban on government. Then there was a socialist liberal government in Hungary, and from that time, because he came to power on 2010 again, it was his second government, Orban's second government. He has a very strange how to say? Sorry. But a relationship, a very, very strange relationship to the past, because and he changed a lot, because in 88, 89, he was the bravest opposite of the Kadar regime. He almost went to prison. The policeman several times took him into the police because he took speeches on several demonstrations, and then he was very anti-communist, very anti-Soviet, and then it changed somehow, and for example, he took the most brave or the bravest speech on the big funeral of Imre Nagy. It was his first big role in the Hungarian history, that he sent away the Soviet troops and the Soviet tanks in 89, because they went out only 91 from Hungary, and it was a big thing. And then he, because he saw that the liberal parties is not really good for them. It's not. They can go to government, because there was another liberal party in Hungary which was stronger, and then he went to the right side, and his party became the biggest right-wing party in Hungary, and now he has a very ambiguous relationship to the past, also because now he's a great friend of Vladimir Putin, and that's why he doesn't want to say too much bad to the Soviets. And in the last 2 years, in October, 23rd October, this was the Hungarian Revolution. Starts in 56. He doesn't speak. He goes away from Hungary. He goes to Brussels because he doesn't want
say anything about how we have our relationship to 56, to the Soviets, to the recent Hungary, to the problems of the refugees. So he became a very, very strict, very right-wing and very conservative politician. I don't know if I answer your question. My question is, do you feel instrumentalized by this regime because parts of your film are shown in this little Yes. Yes, but it's a very small exhibition, quite out of Budapest, so not so many Hungarians goes there. Mostly foreigners and tourists. Foreign tourists goes there, so it's not a big deal for the government. Yeah, Terrorháza. Well, but it was supported by the government. Parce que instrumentalisation, oui, c'est une petite cabane de contre-propagande, etc. Mais avec les lois mémorielles qui deviennent de plus en plus obligatoires et l'insistance que dans les manuels scolaires post-communistes, on doit écrire la formule le communisme c'est un régime plus pervers que le nazisme, que le fascisme, avec cet antifascisme dont parle Sonia Comp dans ses livres, c'est vraiment un danger. Et c'est pas du tout marginal, parce que s'il entre dans ces films, dans les manuels scolaires, dans les formations, dans les heures d'histoire à l'école, on les fait même vivre dans les cabanes type Goulag, voir tel ou tel film, et tous les films sur la vie quotidienne, ils deviennent pas très désirables pour cette officialisation et homogénéisation de la mémoire du communisme. Et voilà pourquoi la question peut-être ces films sont marginaux, mais antifascisme, c'est pas du tout marginal comme tendance. Il y a une telle tendance, il y a heureusement d'autres tendances, je ne veux pas généraliser. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Jérôme Bazin. Merci. Peut-être que je peux speak in English. Yeah, I had a question about this comic dimension that we mentioned 3 times and, for the 3 countries. And it's a question, I have the impression that in the fiction movies, you speak about the life of the others. The Secret Police is always movies about dark movies, gloomy movies, very tragical, dramatic movies. And when we see documentary movies, it's always funny. Of course, today it is funny, but it's true that we always laugh when we see documentary movies from the communist time, especially about the Secret Police. And my question is, what do you do when you are a filmmaker, a scenarist, a filmmaker, with this comic power of the image of the secret police? Because we see these police actors, so I don't know, are they real policemen or are they just actors? It wasn't clear for me. Yeah, oui. Generally. For Revisor. Yeah, or generally also about Hungary, because they are very slow. They are it's awkward. They are ill at ease in front of a camera. We have the impression that they really don't know how to act before a camera. That it's the first time for them that they do that. They are actors, No. Not all of them. There were actors who said the narrations. Who said the narration of the film. They were actors. Yes. But those who were acting in the film, they were professional. I mean, professional policemen.
There were two kind of things, or three. In one part, the policemen themselves acted, the secret policemen, and there were other cases when it was a written dramaturgical film, and then actors acted these scenes. And it was quite a big scandal because very famous Hungarian actors played roles in these kind of films. But I don't think that some of them worked for the secret police and for the Ministry of Interior Affairs, but some of them not. Some were only actors who, for money, did even such a kind of things. And today, what do you do with this comic dimension of these images? Do you play with it? Do you try to suppress it? Do you try I'm to very happy when I find any comic parts in these films, because the humor, I think, is very important even in the sad documentaries, and I think that they are so stupid in these films that it has a kind of humor, and I want to use it, of course. And it's strange because in the second chapter of my film, there's a scene, a very similar scene, what in this Stasi film. I just want to add to what you said. I wouldn't oppose fiction and documentaries, fiction as very dark side of the police, state police, because you have so many comedies about GDR and in fiction, and other documentaries like from Thomas Heise, and it's not comic at all. And you have also this tragicomédie dimension, very, very important, but you can't oppose one kind of fiction to the documentaries. I think it's very complex, and it's very important, this question of humor, but not so special for documentaries. Elles sont conservées, elles sont. Enfin, en Allemagne, où les choses ont été faites de façon très rationnelle. Beaucoup de choses ont été détruites, quand même. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites de la Stasi, c'est vrai. Mais sinon, ce qui est resté est localisable aisément, accessible, cher encore une fois, mais localisable, ce qui est très important. Non, elles sont en principe tout à fait bien conservées. Mais personne, si vous voulez, personne n'ira voir, à partir de ce film, Le Révisor, qui est projeté dans les écoles, personne n'ira voir comment il a été monté, à partir de quelles images il a été monté. Donc on n'a pas le document brut. C'est des extraits du document brut qui ont été montés dans un souci pédagogique. C'est différent. And just one more thing that for me was very impressing and very surprising, that how much money, energy and time this regime took to make these very stupid films. Because they were made in a real studio with real cameras and with a quite big staff. And I don't think that they worth too much, because everybody who saw a James Bond film or a crime story in the 70s or 80s, he knew much more about the secret police work than from these stupid films. Juste un mot, moi, il faut un peu pitié ces gars qui font le planton pendant des heures, ils se gèlent. Enfin, dans votre film, Gabor, il y a une scène très amusante où ils sont en train d'épier un couple, et dit voilà, ils sont en train de baiser, alors que moi ça fait 3 semaines que je ne vais pas pu voir ma femme. Ah ben, c'est tellement, ça doit être très vrai en plus. Ils ont
Oui, voilà, je ne sais pas si c'est propre je ne sais pas si on en fait, etc. Mais quand je pense qu'aujourd'hui, entre votre carte vitale et votre carte bleue, on sait exactement où vous êtes, etc. Plus besoin de gens pareils. Enfin, on a éliminé une part du travail. Là, on a remplacé ça par des machines. Et ces gens-là sont aujourd'hui au chômage. Bon, mais je crois qu'il est temps de clore cette table ronde. Donc, merci à tous. Désolée pour tous les différents problèmes techniques. Merci à Mila, sauf si elle est déjà partie, et à Gabor et Sonia donc pour l'intervention.